c'est pas réel. Enfin, c'est incroyable que ça nous arrive. Je crois que du coup ça fait partie du processus d'acceptation et que pour l'instant il n'est pas fini ce processus. Et voilà, c'est pas comment c'est possible que ça nous arrive. Ok. Voilà. Et ton chéri ? Et ben lui il me ramasse à la petite cuillère globalement. Sauf que lui ça fait 4 mois que pour lui c'est déjà ça dans sa tête. Et là, on va arriver sur les choses compliquées qui commencent à tendre un peu la relation. C'est que pour lui, avoir des enfants, c'est un bonus dans sa vie. Et que pour moi, c'est un truc nécessaire. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. On est donc avec Elia. Salut Elia. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Jusque maintenant, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Elia, tu m'as envoyé un mail pour me parler d'un sujet qui te concerne et qui vous concerne avec ton chéri et dont tu voulais venir parler. Qui est en fait, vous avez appris, on va en parler un peu après, mais que ton chéri est stérile. Exactement. Et que c'est pas de bol parce que vous aviez vraiment, en tout cas, t'avais envie toi de fonder une famille. Ouais. Lui, j'imagine aussi. Aussi, c'est mieux d'être deux. C'est mieux d'être deux, toujours. Et en fait, ça fait quelques mois, c'est ça. Tu vas m'expliquer un peu. Ouais, on va faire un peu la chronologie. On a eu un premier coup de massue, disons début novembre. Et diagnostic final début mars. Okay. Donc on est en plein dans le process d'essayer d'accepter ça et d'avancer sur le sujet. Et en fait c'est pas si simple et j'avais du mal à trouver des gens à qui c'est arrivé et qui en parlent sans dire oui on n'avait pas le choix donc voilà on a fait ça. Et je trouve ça bien. Je t'ai proposé aussi de venir rapidement. Et en plus, parce que t'es là, tu vis pas forcément à Paris. Mais bref, ça se goupille bien parce que, en fait, t'es en plein dedans. Si j'ai bien, c'est très frais là. On est, donc c'était en mars, tu me disais. Là, on est au mois de mai. Pour resituer un petit peu pour les gens qui écouteront peut-être plus tard. Et je trouve ça chouette d'avoir ton témoignage là maintenant parce que sans doute, dans 3, 4, 5 ans, en tout cas, j'espère pour toi, ça sera, ok, en fait, on n'avait pas le choix, donc on a fait autrement. Mais ta réalité à toi là maintenant, elle est tout autre. Et en fait, juste venir te dire, voilà, en fait, ça a été comme ça et ça n'a pas été autrement. Sans doute, ça t'aide pas des masses, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Et puis même les notions de temporalité, de mois qui passent, etc. Je pense que peut-être dans 10 ans, je me dirais oui, de toute façon 3 à 6 mois, 1 an, on s'en fout. Et en fait, maintenant, c'est pas du tout comme ça que je vis. Là, t'es au jour le jour. Quoi. Ouais. Ok. T'as quel âge ? J'ai 29 ans. Ok. Ton désir de maternité, il te vient d'où ?
Il vient, moi je fais partie de la catégorie de filles qui a toujours su qu'elle serait maman. Ah. Voilà. En fait, je me suis jamais posé la question. C'était pas vraiment une question. Je savais que je voulais quand même profiter de ma jeunesse, donc j'ai fait des études, j'ai bien profité, voilà, j'ai vécu à Paris, j'ai fait ce que j'avais à faire, on a profité de notre vie avec. J'aime bien, j'ai fait ce que j'avais à faire. Non, mais... non, ce qui est pas toute la débauche derrière cette ce qui est phrase. pas tout à fait vrai, parce qu'en plus on s'est mis en couple très tôt, on a 20 ans, donc en fait on a été en couple très longtemps, mais à distance. J'ai surtout fait de l'associatif. Voilà, j'ai fait plein d'expériences. Je suis partie à l'étranger, voilà. Et puis j'ai fait des études longues, donc de toute façon, je savais que ce serait pas. Enfin, je me voyais pas, en tout cas, avoir un enfant pendant mes études. C'était pas compatible dans ma tête. Ça l'est sûrement pour d'autres personnes, mais enfin pour moi, c'était comme ça. Et donc, quand j'ai commencé à travailler, à m'installer, j'ai commencé à travailler mon mec au corps pour dire bon bah maintenant on va peut-être s'y mettre. Pourquoi travailler ton mec au corps? Parce que pour lui, c'était pas un problème de faire des enfants, mais c'était pas une envie profonde non plus. Ok. Donc il fallait qu'il se sente prêt dans sa tête à passer cette étape de sa vie, et ça a pris le temps que ça a pris, quoi. Voilà. Ok. Je me pose, tu sais, toujours la question de pourquoi c'est très souvent, pas tout le temps, parce que il y a des mecs qui m'ont dit l'inverse, mais pourquoi c'est très souvent les femmes qui travaillent les mecs au corps, comme tu dis. Ouais, je remarque ça aussi autour de moi, et j'ai pas bien la réponse, mais peut-être qu'il y a une notion quand même un peu intrinsèque biologique qui nous travaille, nous les femmes, de voir l'âge qui avance, et même si chez les hommes la fertilité aussi diminue, c'est beaucoup moins drastique, et ça se passe pas dans leur corps. La T'as grossesse 29 ans. et tout. Oui. T'es très très loin de. Ouais, mais l'année des 30, là. Ah oui, mais c'est ouais. ça. Parce que est-ce que autour de toi, t'as aussi des copains, des copines qui commencent à devenir parents? Tous, ça fait partie du. Okay. Enfin tous, j'exagère, mais il y en a beaucoup, quoi. Donc ça fait partie des choses qui travaillent. Ok. Il y a un truc c'est dingue à quel point les êtres humains, on est des êtres grégaires finalement, tu vois, et après c'est pas pour remettre en cause ton désir de maternité, mais c'est vraiment ce truc de, en fait t'as le temps, tu vois, fondamentalement. Ouais, mais je comprends que le tic-tac il existe, quoi, tu vois, mais ça m'étonne toujours un peu. Ouais, je pense que je faisais partie peut-être de celles qui étaient près le plus vite, et finalement je suis celle qui va peut-être avoir leurs enfants le plus tard, et c'est plutôt ça qui me travaille, c'est que je pensais faire partie des premiers du groupe d'amis, et ou des groupes d'amis, parce qu'il y en a plusieurs, et au final c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, quoi. La vie te joue parfois des sacrées pirouettes, hein. Exactement. Ok. Est-ce que tu peux donc, si j'ai bien compris, ton chéri était pas forcément hyper chaud, mais il a fini par se dire ok, let's go, on y va, quoi. Ok. Ouais, je pense que de voir quand même un ou deux amis avoir des enfants, il se dit en fait c'est pas si terrible. C'est faisable. C'est réalisable sans non plus devenir complètement zombie et puis réussir à vivre. Donc il a vu des potes aller au resto avec des enfants, il s'est dit en fait on survit, quoi. Oui, il y a moyen de garder une vie. Ouais, c'est plutôt la petite enfance qui lui fait peur. Je pense qu'il se projette très bien avec des enfants entre 5 et 15 ans. C'est la partie du début qui comme beaucoup de mecs, flipper, Beaucoup de mecs ont du mal à, parce que comme je crois qu'il y a un truc de connexion aux émotions, c'est compliqué enfin quand ils sont plus petits, qu'ils parlent pas, qu'ils ont plus de mal à s'exprimer, c'est plus compliqué. Je comprends. Il a pas voulu venir parler, lui? Tu lui en as parlé? Oui, je lui ai dit, bien sûr, je lui ai demandé autorisation quand même de raconter notre histoire. Mais c'est pas le genre de mec qui parle facilement. Déjà, là, je le traîne chez le psy pour parler de tout ça. C'est déjà un grand pas pour lui. Donc, je pense que venir parler en micro, c'est encore un step. Bon, alors, si jamais tu nous écoutes, tu es le bienvenu quand tu veux. Parce que j'imagine que pour lui, ça doit pas être très simple non plus. Non, mais vraiment, on a des réactions complètement différentes. Et ça joue énormément sur la façon dont on vit le truc l'un et l'autre. Le fait de voir l'autre réagir différemment, ça, voilà, le contre-champ est un peu étrange à vivre. Ça fait un miroir étonnant. C'est ça.
Comment ça s'est goupillé alors? Comment ça s'est passé? Eh ben, Pour on vous. avait pris les choses très très en avance parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien planifier. Donc T'es ingénieur de formation. ouais, je suis ingénieur. Je suis scientifique, alors voilà. Est-ce que t'étais parti en tableau Excel avec mon cycle d'ovulation? C'est presque ça. Ouais, j'ai arrêté la pilule très en avance parce que j'avais 15 ans de pilule Diane 35 hyper hormonalement hyper forte. Donc, je m'étais dit je vais laisser 6 mois à mon corps tranquille pour se remettre. Ça se trouve je vais pas avoir des cycles qui vont revenir tout de suite. Alors je surveillais ça avec grande attention. Je faisais de la symptothermie. Je voulais voir si j'ovulais. Enfin bon voilà. Ah ouais. Ouais, j'étais au taquet. Ok. T'es biologiste aussi. Hein, oui. Pour expliquer, pour remettre un peu de contexte aussi Oui. sur les gens. En fait, j'ai plusieurs casquettes parce que j'ai fait une école de physique-chimie à la base. Okay. Et ensuite, j'ai dérivé en biologie. Mais donc, voilà, en sciences, les sciences m'intéressent de manière générale. Donc, je me permets de le préciser parce que j'imagine que ça a aussi un impact sur la façon dont tu vis le truc. L'autre truc que je voulais dire aussi, c'est, j'en profite pour faire une petite promo pour l'épisode de Louise. Je sais pas si tu l'as écouté. Oui, je l'ai écouté. Qui a fait exactement la même chose que toi et qui s'est dit ok, je vais arrêter la pilule et en fait j'en ai encore pour 6 mois et en fait qui s'est retrouvée enceinte quasiment du jour au lendemain. Et en fait je crois qu'elle n'était pas tout à fait prête, enfin, en tout cas de ce qu'elle raconte, c'est venu beaucoup trop vite par rapport à ce qu'elle se disait. Donc faites gaffe les filles si jamais vous écoutez. Effectivement il y a aussi cette possibilité que le cycle soit un peu déréglé par la pilule, etc. Mais c'est pas forcément automatique. Il y a des gens pour qui c'est pas vrai. Bon, moi, en l'occurrence, ça a mis 3 mois à peu près, donc ça allait. Et puis, on s'était dit, bon, on fait gaffe, mais en vrai, si ça arrive plus tôt, on est prêt. C'est juste qu'on avait un déménagement, on achetait un appart, etc. Donc, il m'avait dit, je préférerais quand même éviter que tu sois au milieu des nausées et compagnie quand on est en train de déménager. Oh, la trentaine, où tu coches toutes les cases de la vie. Ouais, exactement. Bah, pour lui, c'était un critère d'avoir acheté un appart avant de faire un enfant. Ok. Voilà. Pour avoir vraiment l'endroit où on pouvait accueillir cet enfant de manière la plus sécurisée possible, etc. Okay. Donc voilà, on a déménagé. Alors là, je dis allez, on y va. Je sais que j'ovule tel jour. J'étais voilà. J'ai eu mes règles en septembre. Je l'ai vécu assez mal en fait, parce que je sais pas pourquoi. C'est assez ambivalent parce que d'un côté, comme je savais comment ça fonctionnait, j'étais quasiment sûre que ça allait marcher. Et d'un autre côté, je voulais m'y prendre très en avance parce que j'avais peur que ça ne marche pas. Ok. Donc, j'ai été très déçue, en tout cas. Après, je suis partie en voyage. Je savais que j'ovulais, genre, le jour où je revenais. Alors, voilà, il fallait absolument que... Branle-bas de combat. Branle-bas de combat. Bon, ça, il était moyen chaud avec l'idée, voilà, du rapport programmé. Mais tu m'étonnes. Mais je crois que vraiment, mais j'avais que ça en tête, quoi. Moi, j'arrivais pas à faire abstraction, quoi. J'arrivais pas à me détendre sur le truc. Mais vraiment pas. Mais pourquoi? Parce que moi, ça faisait genre 5 ans que, en vrai, j'étais prête et que maintenant, j'en avais marre d'attendre. Ok. Voilà. Bon, la vie joue des tours, donc parfois, mais voilà. Oui. Tu lui avais partagé que ça faisait 5 ans. Ok. Oui, il le savait. Ok. Donc après, je lui avais justement pas mis la pression pendant toute la période où il réfléchissait, parce que je voulais pas qu'il le fasse sous la contrainte. Mais par contre, une fois qu'il était d'accord, là, fallait que ça avance, quoi. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que tu t'es mis la pression comme ça? Bah déjà, j'avais une de mes meilleures copines qui était enceinte, et il y avait ce côté, je veux un bébé avant 30 ans. Et donc là, j'allais avoir 29 ans. Si je voulais avoir ce bébé avant mes 30 ans, il fallait absolument que je tombe enceinte dans les mois qui arrivent. Je ne sais pas. En fait, moi, dans mon idée, je voulais avoir un premier bébé genre entre 27 et 29 et un deuxième entre 30 et 32. Mais pourquoi faire des plans? Mais je sais pas. Je sais pas parce que j'avais pas envie d'être trop vieille quand j'aurai mes enfants, parce que j'avais envie de pouvoir en profiter longtemps. Ok. Je pense qu'il y a ça va peut-être revenir après dans la suite de la conversation, mais une espèce de peur de la mort qui me poussait à faire les choses vite. Okay. Et j'avais déjà pris énormément de temps justement à profiter du reste de ma vie, à prendre le temps de faire des études, à pas me mettre de barrières avec des enfants ou autres pour faire ce que j'avais envie de faire. Maintenant, c'était une autre phase de ma vie. Ok. Voilà. Pardon de te cuisiner un peu comme ça, mais je trouve ça trop intéressant parce que c'est des vrais trucs qui existent sociétalement. Et je trouve ça hyper intéressant de chercher à gratter un peu ce qu'il y a dessous, quoi. Tu vois, pourquoi faire des plans de vie, tu vois, alors qu'en fait, le but de la vie, c'est quoi? C'est de vivre. Ouais. C'est un bon début.
Non, mais c'est vrai. Ouais. Et après, je comprends, tu vois, que t'as envie, tu te dises, ok, dans telle et telle année que t'aies besoin, en fait, on a tous besoin de planifier des choses, tu vois, mais c'est vrai que, et j'étais pareil, hein, tu vois, donc je suis pas en train de te dire que c'est des conneries qu'il faut pas le faire, c'est juste avec le recul aujourd'hui, je me dis, je sais pas trop pourquoi, tu vois, te foutre des étapes comme ça qu'il faut que tu coches. Ouais, avec le recul, je pense que je me dirais, mais c'était complètement con. Mais Non, c'est pas complètement con, c'est juste, non, parce qu'en plus, je juge pas, tu vois, c'est vraiment, je trouve que de cette là, ça te fout de la pression, tu vois. Ah bah ça, c'est certain, la pression, elle est là. Oui. La pression, elle est là. Ouais, il y avait cette notion d'âge aussi, je voyais que tous nos parents, pas tous, mais moi, plutôt dans ma famille, ils avaient plutôt des enfants avant la trentaine, et puis du coup, bah, quand ils avaient 40 ans, leurs enfants avaient plus de 10 ans, je trouvais ça sympa comme âge. Voilà, je voulais pas avoir des enfants à 40 ans que quand moi j'ai 60 ans, ils en aient que 20, et de pas voir leur vie, et de peut-être pas voir mes petits-enfants, et voilà, c'est un peu tout ça, et je voulais que mes parents puissent connaître mes enfants aussi, et voilà, bon, il y a un peu tout ça qui se mélange. Oui, j'imagine bien. Voilà. Ok. Donc, 29 ans, branle-bas de combat, tableau Excel, etc., etc. Ton chéri, il est là. Ok, est-ce qu'on est vraiment obligé de tout programmer, l'intégralité de nos coïts? Mais toi, t'es un peu en mode productivité, quoi, pour le coup. Okay. Là, faut que ça avance. Et puis, du coup, vu que je suis mon cycle, je me rends compte que ma phase lutéale, qui est la phase après l'ovulation, qui est censée faire entre 11 et 14 jours, ne fait pas entre 11 et 14 jours. Elle fait plutôt entre 9 et 10 jours. Okay. Donc, je me dis, si ça se trouve, j'ai pas assez de progestérone, parce qu'évidemment, j'avais fait toute la biblio. Donc, je vais aller voir ma sage-femme qui me suivait en symptothermie pour en discuter avec elle, voir s'il y a pas un petit truc à faire. Alors, au début, elle me donne des plantes, des trucs comme ça, où ça change pas grand-chose. Donc, je retourne la voir et elle me dit, bah, faut peut-être donner un tout petit coup de pouce hormonal pour que ça fonctionne bien. Puis, on va faire passer un spermogramme à votre mari, juste pour être sûr de pas vous donner des hormones pour rien. Mais ça faisait quoi, 3-4 mois qu'on essayait. Vraiment, enfin, pas très longtemps. Généralement, ça se fait plutôt quand, au bout d'un an. Mais je sais pas si elle a eu du pif ou quoi, mais et donc il a fait son spermogramme rapidement, ce qui finalement est pas si mal parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui rechignent un peu à y aller. J'allais te demander. Voilà. Est-ce qu'il y est allé ou pas? Non, il a pris son rendez-vous. Enfin, on a pris son rendez-vous parce que quand même faire la démarche tout seul, on n'en était pas là. Mais on s'est mis sur Doctolib. Allez, on se met sur Doctolib, on prend son rendez-vous. Les gars, voilà. Merde. Vous n'avez pas besoin d'une femme pour prendre vos rendez-vous. Putain. Ouais. On avance petit à petit. Mais c'est pareil, j'ai été ce mec qui prenait pas ses rendez-vous. Il y en a beaucoup, donc voilà, je suis pas très surprise. Mais on peut leur dire. Non, mais c'est un symptôme assez courant. Hein. On peut leur dire, vous pouvez prendre des rendez-vous tout seul, ça va pas vous buter pour autant. Ok, donc spermogramme. Ouais, il y allait. Il a pris ça un peu à la rigolade quand même. Enfin, voilà, le côté malaise, c'est quand même bizarre ce truc, voilà. Mais au moins il était dans un labo de ville. Parce que j'entends beaucoup de gens qui vont dans des centres spécialisés et du coup tout le monde est là dans la salle d'attente à se regarder entre quatre yeux parce que tout le monde sait pourquoi on est là. Là il est allé dans un labo où il y a aussi des prises de sang, des trucs et lui il laisse son petit pot dans la salle où il était. Donc personne n'a su ce qu'il venait faire là. Bon, enfin voilà. Et puis le soir même on reçoit les résultats par mail et sur le mail c'est marqué les résultats ont été transmis à votre médecin, c'est lui qui vous les communiquera. Et l'anecdote marrante, c'est que lui, il râlait comme un putois parce qu'il dit mais c'est complètement débile leur truc. Il me demande de donner mon mail, mon numéro de téléphone pour m'envoyer les résultats. Il m'envoie pas les résultats. Et là, moi, j'étais livide. Toi, t'avais compris. Moi, j'avais compris. Moi, je lui ai dit s'il t'envoie pas les résultats, c'est qu'il y a un problème. Alors après, il y a une variété de problèmes. Hein. Ça peut être tératospermie, tout un tas de. Les spermatozoïdes, ils peuvent être peu mobiles, ils peuvent être de forme bizarre, ils peuvent être pas très nombreux, ils peuvent être il y a plein de pathologies du sperme, disons, possibles. Ouais. Donc on savait pas ce que c'était. Bon, alors là, moi, ça a commencé à mouliner sévère. Et en plus, on a mis 10 jours à récupérer les résultats. What? Parce que ma sage-femme, elle avait 2 cabinets. Il l'avait envoyé par courrier au mauvais cabinet, là où elle était pas en ce moment-là. Elle arrivait pas à se connecter sur le serveur du truc pour les récupérer. Enfin bon, ça a été un massacre. Tout ça pour qu'elle nous appelle environ 10 jours plus tard. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 10 jours dans ta tête? Moi, c'est dur. J'alterne entre espoir et désespoir.
Genre non, mais si ça se trouve c'est rien, si ça se trouve il y a plein de possibilités. J'avais fait pareil, j'avais fait toute la biblio sur internet pour essayer de comprendre ce qui était possible qu'il est, pourquoi, comment, qu'est-ce qui était réversible, pas réversible, machin. Et puis lui de son côté, il s'est dit tout de suite, le jour où je lui ai dit mais si c'est comme ça, c'est qu'il y a un problème, il s'est dit ok, je pars du principe que je ne peux pas avoir d'enfant. Et donc lui, il a commencé à intégrer cette idée-là à ce moment-là. Ah ouais. Alors que moi, jusqu'à mars. Donc là, on est en novembre. Là, on est en novembre. On est tout début novembre. On est le mardi 8 novembre. J'ai gravé cette date dans ma tête. Et jusqu'à mars, moi, je vais avoir de l'espoir. Et lui, il en a déjà plus. Depuis jour 1. Depuis jour 1. Ok. Donc là-dessus, on a. C'est là que j'adorerais j'adorerais l'avoir à mon micro. Okay. Bah, je pense qu'on appréhende la vie de manière différente, de manière générale, et là, il préfère partir du principe qu'il aura pas quelque chose, plutôt que d'élaborer 50 000 théories. Et il dit au pire, je serais content, et sinon, je serais pas déçu. Voilà. Je comprends. Alors que moi, j'ai toujours ce petit espoir qui reste là. Donc, quoi qu'il en soit, ce mardi 8 novembre, la sage-femme nous appelle et nous dit, écoutez, voilà, le résultat, c'est 0. Ah, donc c'est pas des spermatozoïdes Playmobil, etc. Non. C'est juste, il y en a pas. Rien, nada. Donc moi, à ce moment-là, enfin, le sol s'est ouvert sous mes pieds. Vraiment, je me suis effondrée. J'ai fait que pleurer pendant une semaine, en télétravaillant tant bien que mal pour pas que les gens se rendent compte que j'allais pas bien, mais autant dire que j'ai pas été efficace pour un sou. Qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là ? C'est beaucoup de peur qui ressortent. Moi, je réalise tout de suite, je dis, mais tu te rends pas compte, en fait, va falloir qu'on passe par les PMA. Moi, j'ai écouté 50 000 podcasts. Je sais ce que c'est que la PMA. Je sais que ça va être extrêmement dur psychologiquement et j'ai très peur. À ce stade, la sage-femme nous explique, en fait, il y a plein de raisons d'avoir 0 spermatozoïdes. Ça se trouve, il y a des canaux qui sont bouchés. Ça se trouve, il a des problèmes hormonaux. Ça peut se régler. Enfin, donc, évidemment, biblio. Je fais tous les sites, je lis toutes les publis possibles. Je peux écrire une thèse sur l'azoospermie masculine, voilà. Et... T'es plutôt du genre, t'es une ingénieure, mais plutôt, tu me disais tout à l'heure que t'avais fait une thèse et tout. T'es plutôt en mode chercheuse, quoi. Ouais, un peu. J'ai un peu ce côté-là. Tu fouines. Je fouine. Ok. Voilà, j'ai fouiné. J'ai fouiné. Et donc, j'ai fait des stats aussi. Tu fouines pourquoi ? Ça t'aide à mieux comprendre, c'est ça ? Ouais, j'ai besoin de savoir ce à quoi je dois me préparer. Okay. Et du coup, les stats, c'est tant de pourcents des gens, c'est ça. Moitié c'est de la zoospermie sécrétoire et moitié c'est de la zoospermie excrétoire. Donc, tu peux expliquer ? Sécrétoire, ça veut dire que tu ne produis pas de spermatozoïdes. Excrétoire, ça veut dire qu'ils ne sortent pas. Ok. Qui sont présents dans les testicules et qui vont pas jusqu'au bout du chemin. Ok. Donc, je regarde tout ça. En attendant, on a un rendez-vous dans un centre de fertilité avec un andrologue, qui est le pendant masculin du gynécologue, qui lui prescrit d'autres examens pour essayer de comprendre ce qui va pas, prise de sang, échographie des testicules, voilà, les trucs. Un joyeux parcours. Ouais, mais ça me fait beaucoup rire parce que finalement... nous les femmes on se tape ça tous les ans et que les mecs quand ils font ça c'est genre oulala je vais montrer mes parties oui c'est un délire voilà donc c'était assez rigolo comme quand tu te prends un frottis de l'urètre tu vois en tant que mec ça doit être autrement plus désagréable je sais pas j'ai jamais fait mais je sais que Kairon par exemple on avait fait un sketch et que tout le monde avait fait donc voilà tu vois ça finit par faire des sketchs alors que je crois que pour les meufs c'est juste un lundi quoi ouais c'est ça. C'est normal. Voilà, donc au fur et à mesure que les résultats tombent, je continue mes recherches. Ok, alors son taux de testostérone, il est normal, mais il est un tout petit peu bas peut-être par rapport à son âge. Alors je recherche ça, toutes les hormones, je croise les publis, voilà. On se rend compte assez rapidement que en fait tout le
tractus génital fonctionne, c'est-à-dire que tout son sperme est normal, toutes les constantes sont normales, les hormones sont globalement normales, à part qu'il n'y a pas de spermatozoïdes dedans, quoi. Et donc les taux se resserrent au fur et à mesure, les taux des statistiques se resserrent sur ce qui est possible que ce soit et quelles sont les statistiques que ce soit ça. Et là, c'est pendant ces 6 mois, c'est ça, qu'ils vont de novembre Là, à mars. ouais, on doit être en janvier, parce qu'en janvier, il doit repasser un deuxième spermogramme pour confirmer le premier. Ça, c'est obligatoire parce que il pourrait très bien avoir eu une grosse grippe qui l'empêche de produire des spermatozoïdes. Ça, en vrai, il avait rien eu de spécial. Donc bon. Et lui, il fait tout ça en se disant, comme tu disais tout à l'heure, ok, en fait, j'aurai pas d'enfant. C'est ça. Donc dans l'idée de, je me nourris pas de faux espoirs. Ouais. Ok. Et moi, je fais ça. Je vois une gynéco aussi spécialisée en fertilité et je demande aussi à faire des examens moi de mon côté parce que je sais que je vais passer par la PMA et je sais tout ce qu'il faut faire et je sais que c'est long. Je sais que c'est à certains moments du cycle, machin. Et là, je commence à compter le temps en mois, voire en trimestre, parce que les gens commencent à tomber enceintes aussi. Et donc là, je compte en trimestre. C'est-à-dire là, ça fait un trimestre, j'aurais pu avoir annoncé ma grossesse. Ah ouais. Là, ça fait un deuxième trimestre, donc je pourrais être à 3 mois d'accoucher. Et je vois les gens avancer en trimestre aussi. Pourquoi tu fais ça ? Je sais pas. Tu te fais du mal mal je quand me fais même, du hein ? mal. Ouais, complètement. Ok. Mais c'est le deuil, c'est ça ? Ouais, je pense que ça fait partie du processus de deuil. Parce qu'il y a 50 000 deuils à faire dans cette histoire. Hein. Il y a le deuil d'une grossesse naturelle, qu'il faut déjà accepter de faire, qui est la première étape, parce que finalement à ce stade on savait pas encore ce qui allait se passer, mais on saurait qu'on n'aurait pas d'enfant naturellement, ça c'était 100% sûr, quoi. Donc madame qui fait des plans s'était toujours fait des idées de comment j'annoncerais ma grossesse, à mon chéri en premier, et puis à ma famille, et puis et là en fait on se retrouve dans une situation où on sait que ça n'arrivera pas. Enfin, parce qu'on l'a dit assez rapidement à notre entourage proche, parce que moi je pouvais pas porter ça. Tout le monde savait qu'on allait faire des enfants. T'imagines que c'était même la blague de il y avait des paris sur quand est-ce qu'on en ferait ou qui seraient les premiers à en faire. On arrivait assez fréquemment en tête de liste, parmi les amis, parmi les collègues, voilà. Et donc t'es un peu retrouvée prise à ton propre piège, quoi. Ouais, mais pourtant moi j'en parlais pas. Ah bon ? Non, les gens savaient pas qu'on essayait. Mais pourquoi les gens font ça alors ? Parce que je pense qu'ils le voyaient, que en fait on était prêts, qu'on était dans le délire, qu'on avait acheté un appart avec 3 chambres, voilà. Okay. C'est des conneries, hein, faites pas ça les gens, hein. C'est vraiment. Et vraiment ça c'est très dur. Je croyais que vous l'aviez annoncé en mode. Pas du tout, parce que justement je voulais faire une annonce hyper cool. Et je voulais pas que les gens le sachent. Et j'ai élaboré déjà des stratégies de comment j'allais faire pour pas me faire griller les 3 premiers mois et tout. Et bon, les gens s'en doutaient et du coup les gens faisaient des blagues. Et au début je trouvais ça marrant parce que effectivement on essayait, donc je trouvais ça marrant. À un moment donné j'ai plus trouvé ça marrant du tout. Ok. Donc c'était aussi pour couper les blagues finalement que tu l'as annoncé. Ouais. En tout cas pour couper les espoirs que pourraient se faire mes parents, parce que ma mère elle avait hâte aussi, pour les amis qui eux étaient en train de faire des bébés, et donc tous les sujets tournaient autour de ça, et pour moi c'était un peu compliqué, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, les gens proches en tout cas on l'a dit, et puis au fur et à mesure que ça avançait, on va peut-être le faire chronologiquement, mais j'y reviendrai, je l'ai dit aussi à des gens un petit peu moins proches parce que ça devenait difficile. Ok. Voilà. Donc là on est en février-mars, c'est ça ? Ouais, là on est en février-mars, le deuxième spermogramme revient identique. Du coup, l'andrologue lui prescrit des tests génétiques, karyotype, c'est-à-dire on va regarder ses chromosomes, et puis on va regarder ce qu'on appelle les microdélétions du chromosome Y. Donc là, statistique, T'es reparti à chaque fois. Les microdélétions du chromosome Y, déjà c'est 1/10 des gens qui font partie des 1/10 des gens qui font partie des 1/10 des gens qui ont des problèmes, voilà, donc on réduit quand même le champ. Et en gros sur ces délétions il y en a 3 principales, il y en a 3 types principaux, et il y en a une c'est 5-10% de chance, il y en a une c'est aussi 10% de chance, et donc il y a 80% de chance que ce soit la 3e, et si c'est la 3e,
on peut aller faire une ponction des spermatozoïdes. Et c'est juste qu'ils sont un peu coincés, pas trop bien au bon endroit. On va les récupérer et on peut faire après des FIV ou autres avec ces spermatozoïdes. Donc je me dis 80% de chance quand même. Ça devra le faire. Ça l'a pas fait du coup. Voilà. Donc nous, on est le 1 sur 400 000. Waouh. Voilà. Donc il manque un tout petit bout de chromosome Y qui code quelques gènes qui permettent de fabriquer les spermatozoïdes. Comment la biologiste en toi vit le truc et la férue de statistiques vit le truc? Ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Ça me saoule, je trouve ça hyper injuste. C'est un sentiment d'injustice qui me quitte pas pour l'instant. Encore aujourd'hui, là? Ouais. Ça fait quelques mois, ça, je comprends. Donc pourquoi nous, on est jeunes, on est en bonne santé, il boit pas, il fume pas, de nous deux, c'est plutôt moi qui bois un peu raisonnablement, mais enfin voilà, on fume pas, bon, on va pas dire qu'il fait énormément de sport, mais enfin il est pas non plus, il est en bonne forme physique, il est pas en surpoids, on n'en a aucun facteur de risque, quoi. Mais la génétique, il n'y a pas de facteur de risque pour la génétique. 1 sur 400 000. 1 sur 400 000. Donc ça veut dire que sur la population lyonnaise où on habite, il y en a un, et c'est lui. En gros. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Pourquoi tu rapproches? Pourquoi tu fais ça? Je comprends ton besoin, ouais. Tu vois, je comprends ton besoin de venir mettre une image, tu vois, et de te dire, ok, bah en fait c'est le gars dans Lyon qui. Ouais. Mais ok. Pourquoi? Je sais pas, peut-être un besoin de contrôle ou pour comprendre ce qui se passe et. Rationaliser un peu. Ouais, rationaliser, je pense, parce que c'est tellement improbable. Encore aujourd'hui, il y a des matins, je me réveille où je me dis, mais c'est pas réel. Enfin, c'est incroyable que ça nous arrive. Je crois que du coup, ça fait partie du processus d'acceptation et que pour l'instant, il n'est pas fini ce processus. Et voilà, c'est pas comment c'est possible que ça nous arrive. Ok. Voilà. Et ton chéri? Eh ben, lui, il me ramasse à la petite cuillère, globalement. Sauf que lui, ça fait 4 mois que pour lui, c'est déjà ça dans sa tête. Et là, on va arriver sur les choses compliquées qui commencent à tendre un peu la relation. C'est que pour lui, avoir des enfants, c'est un bonus dans sa vie. Et que pour moi, c'est un truc nécessaire. Et ça, il le vit, en tout cas de ce qu'il me dit et de ce que j'ai l'impression, je ne veux pas parler pour lui non plus, hein, mais il le vit très mal parce qu'il a l'impression que la vie que j'ai ne me plaît pas. Puisque je suis incroyablement malheureuse de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Enfin, en tout cas, dans l'état actuel des choses. Quoi. Et de façon naturelle. Et de façon naturelle. Ce qui était un peu ton plan, en fait. Ce qui était un peu mon plan, et puis j'ai des pensées qui me traversent, qui me disent, mais il y a 50 ans, on n'aurait pas eu d'enfant, quoi. Et du coup, on me dit, ouais, mais du coup, c'est super cool de vivre à notre époque, parce que à notre époque, il y a plein de solutions pour faire quand même des enfants. Je dis, ouais, mais naturellement, si je m'étais mis avec toi il y a 50 ans, on n'aurait pas eu d'enfant. Et ça, vraiment, ça me travaille. Mais pourquoi? Mais je sais pas. C'est, ouais. C'est sans doute dans l'acceptation, quoi. Oui, je pense que ça fait... T'as besoin d'aller toucher le fond pour rebondir. Hein, mais... Ouais. Ça c'est un peu passé. C'était vraiment au début où je me disais, mais en fait, ces histoires d'infertilité, ça veut dire que on pourrait ne jamais avoir d'enfant. Et cette perspective-là, moi, non, c'est pas possible, quoi. Enfin, vraiment, c'est pas possible. On va pas parler de lui parce qu'il est pas là et encore une fois, si tu veux venir à mon micro, n'hésite pas. Je serais ravi d'en parler avec toi. J'en profite peut-être pour signaler des épisodes que tu as écoutés, l'histoire de Daron, j'imagine, avec Benoît, qui lui-même est stérile, mais c'était il y a longtemps. Il a 2 enfants aujourd'hui, parce que sa femme a fait un don de sperme en fait. Et on parle beaucoup de stérilité, etc. C'est hyper intéressant. Et donc Loïc aussi, de l'autre côté, qui lui a donné son sperme, qui explique j'ai adoré cet épisode avec lui parce que vraiment il m'a ouvert une porte que j'avais
jamais imaginé entrouvrir, quoi. C'est hyper intéressant. Dans toutes tes peurs, là, t'as aussi cette peur d'être une moins bonne mère? Ouais. Ouais, parce que je me dis que si jamais je reconnais pas des choses de nous dans mon enfant, ce qui finalement ça peut arriver même si c'est ton enfant biologique, hein, mais malgré tout, voilà, ça travaille un peu plus quand tu sais que ça va pas être le cas. J'ai peur de moins bien réussir à l'aimer si jamais je reconnais rien ou je me demande d'où ça vient ou voilà. Et quand tu sais que c'est le tien et que tu te demandes d'où ça vient et puis que tu dis oh bah ça se trouve il y avait un arrière-grand-oncle ou je sais pas quoi qui avait ça, tiens c'est marrant, c'est rigolo, et que là on se dit bah en fait on sait pas d'où ça vient et on saura jamais d'où ça vient parce que peut-être ça vient de quelqu'un qu'on connaît pas, c'est pas la même chose. Et tu crois que c'est en rapport avec tout ton travail, encore une fois, de biologiste? Eh ben pas tant, parce que je sais qu'au contraire la génétique ça fait vraiment pas tout, hein. L'épigénétique, ça fait vraiment pas mal de choses au contraire. Alors l'épigénétique, c'est... L'épigénétique, en fait, on a un certain nombre de gènes dans le corps et ces gènes s'expriment ou non selon différentes conditions qui sont liées à l'épigénétique. Donc l'épigénétique, c'est tout ce qui vient dire bah tiens, tel gène finalement tu t'exprimes et tel gène finalement toi tu fermes ta gueule, on veut pas t'entendre. Ok. Voilà. L'épigénétique fait... Enfin, bah joue énormément. Joue beaucoup plus Joue énormément. Que la génétique. Ouais. Parce que t'as beau avoir les gènes, s'ils s'expriment pas, il va rien se passer, quoi. Et donc toi, t'as peur que si ton enfant te ressemble pas, tu ne vois pas en lui, enfin, il y a cet amour qui ne va pas se déclencher, c'est ça? Bah, peut-être. Mais ça sera quand même. Oui, ce sera tes gènes, le mien, pour le coup. mais ce sera pas le nôtre. Et du coup, j'ai aussi peur, à l'inverse, que mon conjoint il ait plus de mal à s'attacher à cet enfant. Ça aussi, ça travaille. Et pourtant, lui, il me dit complètement l'inverse. Il me dit, mais moi, il n'y aura aucune question à se poser. Tu vas être enceinte, tu vas le porter, ce sera mon enfant. Tu lui as fait écouter le podcast avec Benoît ou pas? Ah oui, je lui ai fait écouter. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Chaque fois que je lui fais écouter un podcast, on finit l'épisode et il me dit oh, j'ai pas appris tant de choses que ça. Ouais. J'ai tellement hâte qu'il vienne dans mon podcast. Peut-être ça ne se fera jamais, mais j'adorerais. Comment tu vis le fait que ton chéri, lui, ait du mal à accepter ton état? Bah c'est dur parce que moi j'ai vraiment besoin qu'il soit là. J'ai vraiment besoin en fait de quelqu'un à qui je peux déverser tout ce qui me traverse la tête, tout ce qui me fait souffrir. Et moi ce qui me fait souffrir, lui ça le fait souffrir de me voir comme ça parce que il comprend pas, parce que comme il comprend pas, il a du mal à accepter mes émotions, et puis lui ça lui fait du mal parce qu'il me dit mais j'ai l'impression que du coup bah je te suffis pas, que ta vie ne te suffit pas, que potentiellement si on n'a pas d'enfant ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te suicides, quoi. Et je pense que ça le fait. Il t'a vraiment dit ça? Ouais. Et toi, t'es vraiment dans cet état d'esprit-là, là, actuellement? Actuellement, ça m'a traversé l'esprit de me dire, mais si j'ai jamais d'enfant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ma vie a un sens? Ok. Donc ça le fait grave flipper, mais je comprends que ça le fasse flipper. Oui. Mais du coup, je peux pas, j'ai du mal à être moi-même et à laisser déverser tout ce qui... Ouais. Mais je pense que finalement, ça fait partie de l'acceptation d'avoir ces pensées qui passent par Bien là sûr. Et qui peut-être vont s'atténuer au fur et à mesure du temps. Oui. Puis t'es pas encore passé en mode ok, je vais me mettre à rechercher tout ce qui se passe par rapport à la PMA et faire des enfants, etc. Donc ça prouve bien que t'y es pas encore, quoi. Ouais. Parce que sinon, je t'imagine très bien commencer à faire ok, on va trouver des solutions désormais. Ah bah j'y suis là déjà dans la solution. Oh, oui. Ah bah oui, mais moi ça... En fait, le jour où j'apprends une mauvaise nouvelle, je pleure pendant X heures. Et le lendemain, je rentre en action. Ok. Je pense que c'est ma façon de rebondir. Donc, le lendemain où on a eu le résultat, on avait un rendez-vous avec le chirurgien qui était censé l'opérer, qu'on avait pris en avance au cas où, parce que 80% de chance quand même, on va peut-être prendre le rendez-vous, et qui était détestable d'ailleurs. J'ai pas du tout aimé ce monsieur qui nous reçoit en nous disant bon, alors il y a 3 solutions, soit vous faites pas d'enfant, soit vous adoptez, soit bah faut faire appel à un tiers donneur, mais genre hyper naturel. Nous ça faisait 2 jours qu'on venait d'apprendre qu'en fait il pouvait pas avoir d'enfant. Chaud, j'avais envie de lui dire si on est là c'est qu'on en veut des enfants, hein. Des chirurgiens.
Ouais. C'est pas forcément formé à l'empathie, si j'ai bien compris. Voilà. Et moi, j'étais complètement désemparée parce que je savais que faire appel à un don, c'était encore des mois et des mois dans la vue. Et du coup, j'étais déjà passée en mode, mais est-ce qu'on va à l'étranger ? Est-ce qu'on fait quelque chose qui va nous permettre de gagner du temps sur potentiellement 18 mois d'attente de dons ? Et le gars, il me dit, non mais... oh, vous savez, c'est 2000 balles, aller faire un don à l'étranger. En Espagne, c'est 2000 balles. Bon, généralement, il faut en faire 3 pour que ça marche. 6000 balles, bah désolé, moi je pars en vacances avec 6000 balles. Le chirurgien t'a dit ça ? Oui. Waouh. Désolé. Voilà. Incroyable. Je lui dire, mais je m'en fous de ton avis, je m'en fous de ce que toi t'as envie de faire. Le mec, il avait l'air d'avoir 18 enfants parce qu'il dit, ouais, moi, vous savez, moi, j'ai, de tous mes enfants, il y en a quasiment aucun qui me ressemble. Oui, bon, d'accord. Voilà. Bon, bref. C'était sans doute pas les mots que vous vouliez entendre. Pas à ce du moment-là, tout. quoi. Pas du tout. Donc, Désolé. voilà. C'est comme ça. Donc, j'ai repleuré pendant X heures en sortant de ce rendez-vous parce que j'avais besoin d'évacuer un peu toute la frustration que j'avais de tous ces nouveaux deuils à faire. Donc, faire le deuil d'un enfant qui serait génétiquement le sien. Ce qui est, a priori, on en avait déjà parlé, en fait, avant de faire des enfants, de qu'est-ce qui se passerait si l'un de nous deux pouvait pas en avoir. Donc, on savait déjà que, on voulait quand même tenter une grossesse, parce que moi, j'avais envie de connaître la grossesse, plutôt que de faire une adoption ou quelque chose comme ça. Et, du coup, on avait parlé du don de gamètes de manière générale et de ce que ça voulait dire pour nous, les gènes. Et on en avait conclu assez naturellement qu'en fait, les gènes, c'était pas si important que ça et que le plus important, c'était l'éducation qu'on donnait à nos enfants. Ça, c'était la théorie. Ça, c'était la théorie. Dans la pratique. Ah, quand ça tombe dessus, quand même, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il faut que tu intègres que toutes les projections, les imaginations que tu t'étais fait de tes enfants, ça n'arrivera pas. Ça ne serait peut-être pas arrivé dans la vraie vie, mais tu te serais pas posé la question parce que tu savais que c'était génétiquement les tiens. Parce que tu projetais tes enfants, toi, c'est ça ? Ouais, un peu. T'avais utilisé une appli pour matcher vos deux visages. Alors, non, parce que ça, vraiment, généralement, ça donne des trucs absolument dégueux. Mais on a tous les deux beaucoup de cheveux, des cheveux très épais, des cheveux très sombres. Donc j'imaginais des enfants qui seraient comme ça. On a tous les deux, on bronze assez facilement, donc j'imaginais des enfants qui seraient comme ça. Enfin, ouais, des trucs, voilà, de nos deux familles un peu qui étaient présentes dans nos deux familles et que je pensais qu'ils génétiquement traverseraient peut-être. Et ça, clairement, faut faire une croix sur tout. C'est peut-être complètement futile, hein, des cheveux ou des couleurs de peau, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et il faut accepter que du coup, tu vas avoir un enfant et que tu n'as aucune idée, pas la moindre foutue idée de à quoi il pourrait ressembler. Et que moi, ça m'angoisse. Alors que, encore une fois, ça se trouve, la génétique nous aurait joué des tours et on aurait eu des enfants qui ne ressemblaient pas du tout. Mais il n'y aurait pas eu de question à se poser. C'est terrible parce que j'ai l'impression que tout ce parcours-là, c'est en train de mettre à l'épreuve ton besoin de contrôle. Ah, complètement. Mais du coup, c'est peut-être l'univers qui vient m'expliquer qu'il faut que je lâche prise. Hein, mais c'est facile de dire lâche prise. Ouais. C'est surtout facile quand c'était de la théorie. Quand Bien c'est sûr. dans la pratique, voilà. Puis il y a toutes les émotions qui viennent se mêler à ça, tout un tas d'angoisses, tout un tas de deuil à faire qui sont pas simples. Ça vient poser d'autres questions parce que quand on reçoit un don en France, par exemple, si on veut plusieurs enfants, parce que moi dans l'idée je voulais plusieurs enfants, 2 en tout cas, au minimum 2, et tu n'auras pas le même donneur pour tes 2 enfants. Et du coup ça me questionne aussi, parce que pour moi 2 enfants, ils avaient forcément 2 frères et sœurs avaient forcément le même patrimoine génétique. Donc, ils allaient se ressembler d'une manière ou d'une autre. Moi je ressemble à ma sœur, lui il ressemble à ses frères. Donc on avait un peu cette histoire familiale de gens qui se ressemblent. Et là, on va avoir des enfants qui vont potentiellement pas nous ressembler. Je me dis, s'ils me ressemblent pas moi, ils vont ressembler à quelqu'un que je connais pas. Et je pense à la peur de l'inconnu, en fait, qui ressort. Et ça, c'est dur. Et ça, c'est dur.
Ça, c'est dur. Et lui, de son côté, encore une fois, sans parler de lui, mais toi, comment tu vis? Comment il réagit, lui? Il est plus tranquille avec l'idée? Il est plus tranquille avec l'idée. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est que finalement, c'est lui qui va pas transmettre ses gènes. Et c'est moi que ça gêne le plus. Et ça, c'est assez étrange. Enfin, je dis pas que ça le gêne pas. Hein. Il m'a dit... après, il exprime assez peu ses émotions. Au moment où ça nous est arrivé, il m'a dit... je te le dis avec mes mots, mais clairement, ça me fait chier. Mais je vais pas m'appesantir là-dessus. Tu crois que c'est pour tout mettre bien sous les ténoirs et pas... Ou alors, il y a vraiment un vrai côté, faut aller de l'avant et... Il a un côté où il veut pas vivre avec des regrets. Et donc, à chaque fois qu'il prend une décision, cette décision est arrêtée et il va pas repenser à est-ce que j'aurais dû faire ça ou pas. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Donc, Pourtant, c'est marrant parce que ça va pas forcément avec l'état d'esprit très cartésien et très scientifique, tu vois. Tu vois, ok, bah une fois que t'as passé cette étape, après l'étape d'après logique, c'est l'étape d'après, quoi. Ouais, alors que moi j'ai tendance à revivre les choses et à me redire mais si j'avais fait ça comme ça, si j'avais du coup évidemment le fait d'apprendre que son mec ne peut pas avoir d'enfant et si j'avais été avec quelqu'un d'autre, ça se serait passé comment? Alors que je veux pas du tout être avec quelqu'un d'autre. Oui. Mais ça traverse l'esprit à un moment donné. Et ça s'arrête assez rapidement parce qu'au final on a construit quelque chose ensemble et que là actuellement il m'a posé la question, il m'a dit mais si vraiment avoir des enfants c'est le truc le plus urgent pour toi là maintenant, trouve quelqu'un d'autre avec qui faire des enfants. Je dis mais moi c'est pas ça qui m'intéresse. Moi je veux faire une famille avec toi. Je veux pas je serais toute seule, peut-être que j'aurais envie de faire des enfants toute seule mais parce que j'ai pas d'autre opportunité de faire des enfants, mais là actuellement je veux faire un enfant avec toi et je ne veux pas faire d'enfant sans toi. Ok. Voilà. J'imagine que ça tend votre relation, toutes ces discussions dont vous avez sans doute pas besoin en fait en vrai. Non, et puis ce que je trouve injuste encore une fois, c'est que tous les gens qui font des enfants normalement, ils ont pas à traverser ça. Et pourquoi nous, alors que tout allait bien, qu'on était méga prêts, qu'on était mais vraiment super préparés, on avait déjà commencé à lire des livres, on avait déjà pensé à comment on voulait s'organiser, on avait parlé d'énormément de choses pour que justement ça se passe le mieux possible. Et pourquoi nous, on est obligés de traverser tout ça, quoi. Je suis très heureux de t'avoir, tu sais, à mon micro là, parce que je crois que on sent que t'es en plein dedans, effectivement. Ouais. T'es pas encore du tout passé la phase d'acceptation et c'est trop chouette merci beaucoup de venir raconter, de venir te raconter. J'espère que ça servira à d'autres gens, quoi. Oui, parce que encore une fois, je t'imagine pertinemment une fois que t'auras passé ce cap-là. Je vous vois comme tu vas passer en mode. Mais en fait, c'est intéressant parce que t'as l'air d'avoir déjà été chercher des solutions, etc. En tout cas, c'est ton cerveau, c'est ça qui va chercher des solutions, mais j'ai l'impression que le cœur, il y est pas, quoi. Ouais, le cœur, il a un peu de mal à suivre la cadence et du coup, j'ai un peu l'impression d'être en dissonance cognitive entre ma rationalité qui veut que là, tout aille vite, qu'on rentre dans les démarches, etc. Et mes émotions qui me disent c'est chaud quand même, c'est chaud ce qui se passe. Et c'est dur pour toi d'accepter de laisser le temps aux émotions, de prendre le temps? Ouais, parce que j'ai d'autres émotions qui viennent se mettre. Plus le temps passe, et plus j'ai des émotions aussi, je sais pas si on va utiliser le mot négatif, mais désagréables, qui viennent me dire, en plus le temps passe, en plus telle personne elle est enceinte, en plus telle personne elle est enceinte, en plus, là j'en ai eu 3 la semaine dernière. Ouais, mais on s'en fout de la vie des autres. Ah ouais, je peux pas, moi. Ah ouais? Vraiment, ça c'est dur. Atroce. À chaque fois que j'ai une annonce de grossesse, j'ai l'impression que je vais crever. Mais c'est pas une compète, la vie. Ah, mais c'est pas une question de compète? Bah, un peu, là, de la façon dont tu le dis. Ouais. C'est au premier arrivé. Je sais pas si c'est une question de premier arrivé, par contre, moi, j'ai l'impression que je suis en train de louper quelque chose. Que je vais pas vivre ça avec mes potes. Qui vont tous, ils vont tous passer le truc et puis nous on va arriver
2 ans plus tard. Mais c'est trop bien, au contraire. Ils vont te filer tous les tips. Ouais, peut-être. Il y en a plein. Mais moi, j'en avais déjà carrément des tips. Je leur enfile alors que moi, j'ai pas encore d'enfant. T'as des tips de théorie. Ouais, c'est vrai. Si je puis me permettre. C'est vrai. Sans vouloir faire le vieux con. Ouais, non, tout à fait. T'as beaucoup de théories. Et en fait, les vrais tips, ils viennent après. Ils viennent dans la pratique. Mais ouais, je comprends. Je comprends que ce soit. Mais cette notion de temps qui passe, voilà, je vois mes grands-parents qui vieillissent et je voulais qu'ils connaissent mes enfants et du coup, je vois les gens qui présentent leurs enfants à leur famille et tout ça, en fait, ça vient chercher des choses. Voilà, je pense qu'on revient à la peur de la mort, la peur que les gens disparaissent sans connaître mes enfants. C'est hyper dur pour moi. Pourquoi c'est dur? C'est une bonne question. Je sais pas pourquoi je me mets autant ce critère-là dans ma tête, mais j'étais tellement fière à l'idée d'avoir un enfant et de pouvoir le présenter. Moi, j'ai connu 4 arrière-grands-parents. Oui, t'es 4 arrière-grands-parents. Ouais. C'était important pour toi de les... Et ouais, pour moi, c'était... quand j'ai perdu mes grands-parents, ça m'a fait chier parce que... Enfin, deux de mes grands-parents, ça m'a saoulée parce que du coup, il y avait plein de choses qu'ils verraient pas de moi. J'ai perdu mon grand-père, j'étais au collège. Et du coup, à pas mal d'étapes de ma vie, je me disais, mais ça me saoule parce qu'il sait pas ce que j'ai réussi à faire ou pas. C'est important pour toi? Ouais. Potentiellement, il peut se passer beaucoup de choses en 2-3 ans. Et puis, je pense que j'entre dans des engrenages de pensée négative, s'il nous est arrivé un truc aussi peu probable, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des catastrophes qui se passent? Tu vois, des morts un peu brusques, des maladies, qui sont finalement beaucoup plus probables que ce qui nous arrive. Waouh. Ouais. C'est là que les statistiques se retournent contre toi. Ah, carrément. Une prise de judo. Bam. Ah ouais. Tu te dis ça? Ouais. Ok. Je peux te donner un tips? Vas-y. Moi, j'ai 2 filles qui vont avoir 17 et 15 ans. Il y a un truc fou, en fait, c'est que c'est terrible à croire et à entendre et tout. Et en fait, je crois qu'il y a plein de darons, de daronnes qui sont passés dans l'histoire de darons et de daronnes. C'est qu'en fait, faire un enfant, c'est vraiment lâcher prise. Ouais. Et en fait, à un moment donné, c'est ton enfant et quoi qu'il arrive, quoi que tu puisses faire, etc. Et là, aujourd'hui, je le vois parce que mes filles sont grandes, tu vois. Donc, il y a vraiment ce truc où elles commencent à vouloir vivre leur vie. Elles prennent des décisions, elles font des trucs. Je fais, ok, c'est juste des êtres humains à part entière, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'au quotidien, je suis pas du tout dans le contrôle. Ok. Je suis plutôt détente, je suis plutôt, tiens, on a envie de faire ça, on fait ça. Je planifie pas tant que ça. Je suis régulièrement en retard. Enfin, voilà, je suis pas du tout. Je suis plutôt dans le lâcher prise sur les choses du quotidien. Mais sur cette planification générale de vie, j'ai du mal à accepter que ça sorte de ce que j'ai prévu, quoi. Je sais pas si t'as écouté l'épisode avec mon frère. Non, je crois pas. Un vieil épisode d'Histoire de Daron, je vous mettrai le lien parce que c'est pareil. Il raconte que aujourd'hui il a 2 enfants, tu vois. Alors c'est un peu différent parce qu'ils ont fini par le faire naturellement, mais ils étaient partis en mode OK PMA et tout. Et en fait, c'est pareil, ils avaient un plan. Et en fait, à un moment donné, la vie a fait, eh bien non, paf, bim. Tu vas tout remettre en cause, etc. Mais je comprends que tu sois en plein dans le dur, là. Ouais. Et justement, pour tous ces gens autour où tout est tellement facile, même des gens qui, objectivement, avaient l'air vraiment moins près que nous, que vraiment on n'aurait pas parié là-dessus, et je culpabilise énormément de penser ça parce qu'en fait avoir des enfants ça se mérite pas, mais malgré tout des gens qui sont pas ensemble qui sont ensemble depuis vraiment pas longtemps, ou des gens qui galèrent un peu dans leur quotidien déjà sans enfants, ou voilà, on se dit comment ça se fait que pour eux ils claquent des doigts et ça marche tout de suite,
et que nous, on va se taper potentiellement des années de galère qui vont éprouver notre couple, qui vont... Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, quoi? Qu'est-ce qu'on a fait dans une autre vie? J'en sais rien, mais... Bah rien. Rien, mais c'est... Et c'est comprendre que la vie est vraiment injuste, alors que jusqu'à maintenant, elle avait été plutôt cool avec moi. Je me prends vraiment une grosse baffe, quoi. Mais tu sais pertinemment que les statistiques, elles veulent rien dire. Ouais. Tu le sais au fond ou toi? Ouais, je le sais, puisque les trucs de dire c'est complètement improbable. Bah oui, mais bon, si de temps en temps ça tombe, et de temps en temps ça tombe là, quoi. Enfin voilà, c'est tombé sur nous. Mais du coup, quand des fois j'ai des quand ça va pas dans ma tête, j'ai des angoisses qui montent. Par exemple, je suis partie au Japon. Et à la fin de mon voyage au Japon, qui a duré quelques mois, j'étais vraiment pas bien dans ma tête, parce que j'avais très envie de rentrer et je me sentais seule. Et du coup, j'avais très très peur qu'il y ait des tremblements de terre et que le mont Fuji entre en éruption et que je puisse jamais rentrer chez moi. Ah ouais. Voilà. Ok. On était sur ce genre d'angoisse. Et en l'occurrence, il y en avait des tremblements de terre, et puis surtout, j'ai eu un petit coup de flip parce que j'avais une appli qui me prévenait si jamais il y avait des gros trucs, et elle s'était mise en route en mode attention, 5, 4, 3, 2, 1, tremblement de terre niveau 9 sur l'échelle de Richter. Donc en fait, je me suis vue mourir. En 2 secondes, j'ai senti le sang quitter mon corps, et je me suis vue mourir, et en fait, la foudre était tombée sur le sismographe. Mais donc, c'est quoi les stades, ça? Bah, voilà, c'est quoi la proba? Exactement, c'est quoi la proba? Et du coup, je me rassurais en disant non, mais la probabilité que le mont Fuji entre en éruption, elle est super faible. Oui. Et donc, ça n'arrivera pas. Sans doute plus que 1 sur 400 000, non? Je sais plus. Honnêtement, à ce stade, je sais plus. Tu les as faites les probas? Ouais, j'avais sûrement regardé, hein, mais j'avais vu, c'est tous les temps de millions d'années, là, ça fait que tant de millions enfin, de milliers, plutôt de centaines, parce qu'ils plantent quand même régulièrement, c'est en éruption, mais franchement, ça va le faire. Et du coup, là, un peu le contre-champ de ce truc-là, c'est que, là, c'est arrivé, quoi. Si tu veux, je t'enverrai une vidéo que j'ai faite, que je vais mettre aussi dans les liens sur mon rapport à la peur et comment j'ai inversé mon rapport à la peur. C'est trop intéressant. Ouais, il me semble que je l'avais vu, mais je crois qu'il faut que je la revoie. Ouais. Parce que là, tout ce que tu es en train de te faire, c'est des films dans ta tête. Ah ouais, c'est complètement des films. C'est Hollywood. C'est vraiment un studio. Je suis très créative en plus. Que t'auto-produis totalement et que vraiment personne ne, sauf toi, en fait. T'es juste en train de te compliquer la vie, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Au Nouvel An, j'ai refusé qu'on me souhaite de réussir à faire un enfant. Je voulais pas qu'on me dise ça, parce que je me dis, si je me mets la deadline, en plus j'ai 30 ans là en décembre. Donc si je me mets la deadline fin 2023 pour avoir un enfant, je sais que je vais hyper mal vivre mes 30 ans, le passage à 2024, etc. Donc je voulais vraiment pas qu'on me souhaite ça. Peut-être que ce qu'il faudrait me souhaiter, c'est d'être en paix avec cette idée. Être en paix avec ça. Mais bon, là je vois déjà que ça me travaille, parce qu'on a pris les premiers rendez-vous pour avoir des dons en France. Et clairement, ils nous annoncent fin 2023, début 2024. Donc ça vient chatouiller, là. Ça vient chatouiller. C'est 30 ans, ça vient chatouiller, tout ça. Et ça, pour l'instant, j'ai du mal à l'accepter. J'ai encore cette voix dans ma tête qui dit « Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ce qui m'arrive. » Ouais, mais t'as beau ne pas être d'accord, c'est ce qui t'arrive. Mais pour l'instant, j'ai cette voix qui dit « Ouais, mais je suis pas d'accord. » Mais t'auras l'impression d'avoir raté si tu as un enfant à 31 ou 32 ans? Non, je pense qu'à posteriori, non. Non, mais là, aujourd'hui. J'aurais l'impression d'être en retard. Je pense. Okay. Mais parce que aussi, je sais que j'aimerais en avoir un deuxième. Et du coup, je me dis que plus on perd de temps maintenant, plus on va perdre de temps après, parce qu'après, si tu renvoies un deuxième, il faut tout recommencer, tout le système, et que ça va prendre aussi du temps. Et donc, en fait, je vois déjà les années se cumuler et la quarantaine approcher, et là, je me dis, mais ça se trouve, j'aurais peut-être jamais de premier, déjà, en plus, j'aurais peut-être pas de deuxième, enfin, voilà. T'as même pas 30 ans. Ah, ouais, mais... Respire.
J'ai envie de respirer pour toi. Ouais. Je suis désolé, mais je vais prendre un petit moment parce que je crois que tous les gens ils vont avoir envie de respirer derrière leur micro. Je vais leur mettre l'angoisse de ouf. Respire un coup. Ouais. Non, là, vraiment, fais-le. Non, fais-le vraiment. Ouais, j'ai du mal. Je suis un peu coincée. Mm. Ouais. T'as toute la vie devant toi. Ouais, j'ai toute la vie devant moi. Mais bah, il y a le côté scientifique qui revient et tu sais, ils font des dosages qu'on appelle d'AMH. L'AMH, c'est la réserve ovarienne, en gros. C'est ce qui te dit qu'est-ce qui te reste. Normalement, à mon âge, on est censé être à 3. Et moi, je suis déjà à 2,1. Et la dame, elle dit non, mais tant que c'est au-dessus de 2, ça va. On commence à s'inquiéter quand c'est en dessous de 2. Oui, d'accord, mais ça va qu'en décroissant. Et moi, je suis déjà à 2,1 et j'ai 29 ans. Donc, ça rajoute une couche de stress, quoi. J'ai un vieux sage un jour qui m'a dit, tu sais, la vie trouve son chemin. Ouais. Toujours. Enfin là, elle le trouvera pas toute seule. Va falloir l'aider un peu quand même. Hein. Ouais, mais... Je comprends. Comment t'as envie de terminer ce podcast ? Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené ? On t'aurait aimé parler ? On a pas mal balayé quand même. Si, il y a un truc qui me fait flipper et je pense que ça va... Les gens vont peut-être pas comprendre, mais j'ai hyper peur qu'on nous pique les prénoms qu'on avait prévus. Et quoi ? Alors, je suis une fan de prénoms depuis toute petite. Okay. J'adore décortiquer les prénoms des gens, pourquoi, comment, qu'est-ce que j'aime comme prénom, qu'est-ce que j'aime pas. Tu t'appelles Elia. Oui, c'est un prénom un peu particulier. C'est déjà assez rare. Et du coup, ça me passionne. Et ça fait des années qu'on en discute des prénoms qu'on veut donner et de pourquoi ça nous plaît. Et je me dis, s'ils passent tous avant nous et qu'ils nous piquent tous nos prénoms... Mais ça... qui tous ? Ah bah les potes, les collègues, tous les gens qui sont enceintes, enfin toutes les femmes qui sont enceintes, les couples qui attendent un enfant. Mais parce que vous avez mis publiquement votre liste de prénoms sur Internet ? Mais non, mais justement, je la garde hyper secrète. Mais je me dis, s'ils ont la même idée que moi, je vais être dégoûtée. Waouh. Ouais. Ok, je comprends. Voilà. Si un truc que je pourrais, sur lequel on pourrait finir, c'est vraiment l'attitude des gens. L'attitude des gens généralement, il faut se dire que quand tu penses que quelqu'un veut un enfant et qu'il t'annonce pas de grossesse, c'est probablement qu'il y a un souci. Donc, et ça sert à rien d'aller emmerder les gens et sous couvert de taquinerie, essayer d'aller... Taquinerie en plus. Ouais, mais c'est ça, c'est... dis donc... comment dire... sur la liste des gens que je veux avoir des enfants, je vous mets en premier, machin. Ouais, c'est super, mais j'ai pas envie d'entendre ça. Donc, tu les envoies bouler un peu ou pas ? Non, j'ai énormément de mal. J'y arrivais quand on était positif sur le fait que ça marche. Je trouvais toujours des pirouettes pour... ah bah non, mais tu sais, si ça se trouve, un tel, il sera enceinte avant moi. Bon, un tel est enceinte avant moi, du coup. Hein, voilà. Mais là, ça me coupe la chic. Vraiment, je sais pas. Souvent, je fais un rictus gêné et puis je change de conversation. Et les gens, j'ai l'impression qu'ils captent pas, quoi. Ils doivent peut-être se dire, ah bah elle me cache sa grossesse. Bah ouais, mais non, pas du tout. Pas du tout. Et il y a un moment où il y a la colère, non, dans la phase de deuil. Ouais, il y a énormément de colère. Il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère. Ou des gens qui disent, j'écris dans un mail, désolé de pas avoir répondu plus tôt. C'était un peu compliqué. J'ai pas trop eu le temps. J'ai déménagé. Ah bon, je croyais que t'allais m'annoncer une autre bonne nouvelle. Ouais, mais en fait, juste dites rien, quoi. Enfin, j'ai l'impression que sur la parentalité, les gens se permettent quand même d'ouvrir leur bouche un peu sur tout et n'importe quoi, et c'est hyper gênant. Et puis après, il y a les gens qui le savent et qui ne savent pas quoi dire non plus. Et ça, j'ai envie de dire, juste demander comment ça va. Il y a des gens à qui je l'ai dit, notamment au boulot, parce qu'il y a une collègue qui m'a annoncé au boulot qu'elle était enceinte 3 jours après que nous, on ait eu le résultat final. Et je me suis écroulée devant elle. Donc il a fallu que
Il fallait que je lui explique que c'était vraiment difficile. Et du coup, je l'ai annoncé au petit groupe d'amis du boulot. Et je leur ai dit, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. En fait, je suis ouverte à en parler. C'est pas parce que c'est difficile psychologiquement que si vous êtes curieux ou que vous voulez savoir, je vais pas mal le prendre. Donc, allez-y. Et en fait, depuis, j'ai l'impression que tout le monde se regarde comme ça dans mon dos et personne n'ose me demander comment ça va. Et j'ai envie de dire, les gens qui sont malades ou qui ont perdu un proche, on va leur demander comment ça va. Pourquoi est-ce que moi, on ne me demande pas comment ça va ? Et c'est vraiment un gros tabou, j'ai l'impression. C'est bizarre parce que c'est à la fois un gros tabou et à la fois, les gens se permettent de faire des remarques dessus tout le temps. Donc j'ai un peu de mal à comprendre le... Je crois que les deux vont ensemble, c'est-à-dire que les gens font des remarques parce que en fait, c'est un tabou. Voilà, donc au final de ce podcast, j'espère que ça permettra aux gens de peut-être prendre du recul par rapport à ça et d'oser parler de ces sujets-là comme d'un autre sujet avec tranquillité et avec bienveillance. J'ai hâte d'avoir la suite de ton histoire dans mon podcast. Je te tiendrai au courant. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Elia. Merci comme je te l'ai dit, c'est très précieux que tu viennes raconter ça. Et je vous souhaite tout le meilleur. Je te souhaite tout le meilleur. Et puis, je te souhaite de fermer ce studio hollywoodien là qui est dans ta tête. Ce serait bien qu'il entre en faillite. Oui, c'est ça. Un blockbuster nul là, et puis hop, c'est terminé. On passe à autre chose. Un grand merci. Merci. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.